Samedi 23 novembre 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec l'auteur et dessinateur Jean Aramba, à l'occasion de la parution de son ouvrage chez Dargaud, le Detection Club. What is Donc Jean Rambotte, bonsoir. Bonsoir, et puis Mathilde- merci à tous d'avoir bravé les intempéries. Je suis sensible à ça. Mathilde m'a confié la lourde tâche de faire cet entretien. Moi, je suis plutôt libraire en littérature, un peu lectrice de BD occasionnelle, lectrice de polar. Je crois que c'est pour ça qu'elle m'a proposé d'animer cette rencontre. Alors, on va parler du polar, mais on parlera aussi quand même un peu de la BD. J'étais obligée d'exercer mon œil différemment, du coup, pour préparer la rencontre. On va commencer par le Detection Club, donc roman autour de cette assemblée d'auteurs de romans policiers. Donc, la première question serait peut-être que vous nous présentiez ce qu'est le Detection Club, parce que tout le monde ne le connaît peut-être pas, et de nous expliquer pourquoi vous vous êtes intéressé à cette assemblée étonnante. Oui, c'est un cercle d'écrivains et que moi-même je ne connaissais pas il y a 3 ans. Hein. Je l'ai découvert par hasard. C'est un cercle d'écrivains. Ils étaient beaucoup plus nombreux que ceux que je présente dans l'album. Ils étaient 20, 30, qui a été créé fin des années 20, 1930. Le premier président devait en être Conan Doyle. Et il est mort cette année-là, en 1930. Et ce fut le génie colossal, comme disait Georges Bernard Shaw, ce fut J.K. Chesterton qui en fut le premier président. Gilbert Keith Chesterton, qui est peu connu en France, mais qui est assez culte en Angleterre. Et je m'y suis intéressé par hasard en écoutant une émission de radio. Parfois, quand je dessine, je fais des tâches un peu... certaines demandent beaucoup de concentration, d'autres je peux avoir l'esprit un peu libéré, écouter des émissions de radio. Et j'écoutais des émissions sur ce Chesterton qui me fascinait. Je lisais beaucoup de romans policiers à l'adolescence, mais plus tardivement, je me suis intéressé à Borges et ça m'a amené à Chesterton. Et en écoutant, en apprenant qu'il avait été président de ce club-là, je me suis plongé dans ce club en me disant mais est-ce qu'il y a une histoire qui a été faite autour de ce club-là? Alors ils se réunissaient, pardon, pour finir là-dessus, ils se réunissaient, ils faisaient des gros gueuletons à Londres, dans différents endroits où ils parlaient comme un cercle d'écrivains, ils parlaient boutique, en fait, ils parlaient cuisine, et ça servait bien sûr à la promotion de ce genre qui avait un rôle très particulier dans ces années-là, on y reviendra peut-être. Oui, parce que en me penchant un peu sur, j'avoue que je ne connaissais pas l'existence du Detection Club avant de lire votre bande dessinée. Je connais la plupart des auteurs qui sont cités dans votre livre, mais pas tous. Il y en a qui sont pour moi complètement inconnus. Chesterton, je connaissais. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire. Les enquêtes d'Hyper Brown, c'est un pur régal. Et je viens de manger ma question, mais elle va me revenir. Ben non, elle va pas me revenir. Alors peut-être pour vous aider à Oui, la chercher, sauvez-moi. Chesterton, effectivement, il a inventé les aventures d'un petit prêtre détective qui est un personnage très discret, presque, on pourrait presque placer ça dans la philosophie taoïste. Il fait le vide comme ça, il est au fond de la rivière, il recueille les informations. Et les inventeurs de l'inspecteur Colombo, déclarent s'être servi de ce prêtre détective du père Brown de Chesterton. Et comme moi, enfin je sais pas vous, mais pour moi, un des plus beaux personnages de la télévision, c'est ce borgne Colombo que j'adore. Voilà, ça me le rendait encore plus sympathique. J'ai retrouvé ma question. Voilà, super. Voilà, vous parlez de Dorothy expliquer. Sayers, qui est une des héroïnes, et justement, qui a œuvré particulièrement pour la reconnaissance du genre du roman policier. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, justement, développer un peu ça? Alors, si on se replace dans le contexte des années 20-30, le meurtre mystérieux, le detective stories, c'est en Angleterre quelque chose qu'il faut recadrer un peu parce que c'était l'équivalent peut-être des séries policières, des jeux de société. Les gens se retrouvaient, lisaient ça à voix haute, essayaient de deviner qui était le coupable. C'était voilà, comme une sorte à la fois de la littérature, ou en tout cas de la lecture, et un jeu de société. C'est assez différent des premiers récits d'aventure de Sherlock Holmes ou de Edgar Allan Poe. Donc c'est vraiment un jeu entre le lecteur et l'auteur.
Chesterton a théorisé ça un peu, et Borges aussi. Par exemple, je crois que Borges imagine un lecteur de romans policiers qui lit Don Quichotte et qui lit la première phrase dans un village dont je ne me rappelle plus le nom, etc. Si c'est un lecteur de romans policiers, il va se dire mais pourquoi l'auteur écrit ça? Pourquoi ne se souvient-il plus du nom de ce village? Est-ce qu'il a une amnésie? Peut-être qu'il ne peut plus s'en souvenir parce qu'il a commis des choses terribles. Donc ce type de roman induit un certain type de lecteur. Ça, c'est dans les années 20-30. C'est quelque chose d'un peu frivole à certains égards. Même si Agatha Christie fait ça avec énormément d'astuces, Chesterton va faire amener ça vers le conte philosophique, le conte policier. Et bon, c'est sous son parrainage que j'ai essayé de faire ma bande dessinée. Et Dorothy Sayers, qui est une traductrice de Dante, qui est une femme de lettres, de littérature, elle s'est pliée à ce jeu-là, mais elle a voulu aller de plus en plus vers quelque chose de psychologique, de littéraire. Alors, c'est vrai, j'avais proposé à Mathilde d'amener quelques livres. Je vous montre juste Chesterton, voilà, le père Brown qui a inspiré Colombo, dont je vous parle, là, le petit prêtre détective. Ça c'est génial, conte philosophique policier, le nom est Jeudi. Et notre amie Dorothy Sayers, que j'ai représentée, je peux vous montrer la couverture. C'est elle avec son chapeau, avec sa cigarette. C'est un peu une aventurière. Enfin, oui, elle a une vie étonnante. Je l'ai un peu pas maltraitée, mais bon, évidemment, je voulais favoriser Chesterton et Agatha Christie. Mon éditrice me disait non, mais il faut mettre Agatha Christie au premier plan. C'est ta star, c'est ta vedette, il faut la faire vivre. Parce qu'au début, j'avais fait Chesterton et les autres un petit peu. Et donc, j'ai mis Agatha Christie au premier plan. Mais et Dorothy Sayers, je m'en suis intéressé un petit peu après. Et j'ai lu ça, Le cœur et la raison, là, qui a été édité par Phébus. Bon, certains, c'est un pavé. Je peux en dire deux mots de l'intrigue parce que c'est génial. Chesterton, Dorothy Sayers et quelques autres. Au bout d'un moment, l'histoire, le meurtre. Moi, ce que j'aime chez Chesterton, c'est que souvent, il n'y a pas de victime. Parfois, il n'y a pas de coupable. Il y a une histoire que j'adore de Chesterton en deux mots, c'est deux frères jumeaux. L'un est un aventurier extraordinaire et l'autre tient une boutique de bonbons. Et l'explorateur rentre au pays, en Angleterre, et tout d'un coup, il disparaît. Alors, les enquêteurs imaginent que c'est son frère jumeau, jaloux, celui qui tient la boutique de bonbons, qui n'a jamais rien fait d'extraordinaire de sa vie, pense que c'est ce frère jumeau qui l'a assassiné. Et le père Brown démêle l'intrigue. En fait, personne n'a tué personne. L'explorateur a offert un billet d'avion à son frère boutiquier pour lui vivre l'ultime aventure qu'il n'a pas vécue, l'aventure du quotidien, et tenir lui-même, ce grand explorateur qui n'a cessé de voyager, avoir le plaisir de tenir une petite boutique de bonbons dans la banlieue de Londres. C'est ce genre de mécanisme que je trouve assez délicieux que Chesterton met en scène. Et Dorothy Sayers, dans Le cœur et la raison, elle imagine, là aussi, il n'y a pas de criminel, c'est quelqu'un qui envoie des lettres, c'est un corbeau qui envoie des lettres dans les premières promotions de femmes d'Oxford, qui sont diplômées, qui se battent pour une certaine indépendance, une certaine émancipation. Et un corbeau balance des lettres comme ça qui risquent de ruiner la réputation de cette nouvelle institution pour jeunes femmes. Et une ancienne diplômée qui a un passé lié à un jugement, à une histoire sombre, on lui demande de démêler les fils de cette intrigue pour surtout ne pas ruiner la réputation et le lancement de cette institution pour jeunes femmes. Et ensuite, il y a une histoire d'amour. Donc, elle tord les codes un peu pour amener ça vers la littérature. Puis, la Deuxième Guerre mondiale arrive, la littérature américaine, le hard-boiled et la littérature policière se transforment. Oui, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'on a pu lire, ce qu'on peut lire des auteurs que vous citez dans le Detection Club de l'époque, en tout cas. Oui, c'était quelque chose de très cadré, très codé, avec des gens qui jouaient avec ces codes-là, justement, et tiraient, tordaient. Bon, c'est ce que, modestement, j'ai essayé de faire aussi. Alors, le Detection Club, vous parliez de cadre, on ne peut pas ne pas citer les 10 règles d'or du roman policier. Citez-les si vous le souhaitez. Parce qu'en plus, il y a des choses, on en parlera par rapport à votre histoire à vous. Donc, règle numéro 1, le criminel doit être quelqu'un mentionné plus tôt dans l'histoire, mais pas quelqu'un dont le lecteur a pu suivre les pensées. Voilà. Alors, évidemment, le criminel ne peut pas apparaître à 5 pages de la fin, c'est impensable.
et suivre les pensées du criminel. On en parlera, mais on sait que Agatha Christie a joué avec ça. Règle numéro 2, le détective ne doit pas utiliser de techniques surnaturelles pour résoudre une affaire. Oui, il y a, voilà. Du concret, du pragmatique, Voilà. du réaliste. Pas de big Règle job. numéro 3, l'usage de plus d'un passage secret ne saurait être toléré. Même dans le cas d'un seul passage secret, il faudrait que l'action se passe dans une maison où la présence de ce type de dispositif était prévisible. Règle numéro 4, des poisons inconnus ne peuvent être utilisés, ni aucune machine, de telle sorte que le lecteur ne soit pas embarrassé par une longue explication scientifique en conclusion. Règle numéro 5, aucun Chinois ne doit figurer dans l'histoire. Ça intrigue beaucoup. Hein, ça. Nous y reviendrons. Voilà, on y revient. Règle numéro 6, aucun accident ne doit aider le détective. De même, on ne doit avoir recours à aucune intuition divine inexplicable. Toutes ces intuitions doivent avoir une origine et se confirmer par la suite. Règle numéro 7, le détective ne doit pas commettre lui-même le crime. On sait que ça a été transgressé. Voilà. Règle numéro 8, le détective ne doit pas utiliser des indices qui n'ont pas été présentés au lecteur pour résoudre l'affaire. Règle numéro 9, les observateurs ont le droit de tirer et présenter leurs propres conclusions. Règle numéro 10, il ne doit pas être fait usage de jumeaux ni d'habiles déguisements. Et, Alors, toutes ces règles ont été transgressées par vous, un peu par moi, oui, presque toutes. Et, parce que vous parliez des jumeaux, c'est pour ça que j'y oui, pense. Voilà, oui, c'est Chesterton. C'est ça, les jumeaux. C'est des règles qui sont à la fois de bon sens et ironiques. C'est-à-dire, c'est lié à ce jeu de société dont je vous parlais plus tôt, cette espèce de cluedo que fait le lecteur avec l'auteur. Évidemment, il ne s'agit pas de décevoir le lecteur, de faire des jumeaux comme Dorothy Sayers l'a fait dans certains récits d'ailleurs. On sent la paresse, disons, si on fait ça. Et en même temps, c'est aussi un peu ironique quand c'est le père Knox qui était un écrivain qui était un prêtre, qui a été évêque d'ailleurs, que je représente dans ma bande dessinée. Il a écrit des romans, puis l'Église catholique lui a dit « Bon, allez, maintenant, ça suffit, là, tes petits romans policiers ». Mais il est surtout connu parce qu'il a fait ce décalogue, ces 10 règles, et il a aussi initié les études holmésiennes. C'est le premier à avoir fait, de façon humoristique au départ, étudier le canon des nouvelles de Sherlock Holmes comme si c'était les évangiles. Il a fait ça par amusement, pour se moquer un peu d'ailleurs des lecteurs d'Holmes, mais ça a eu un tel succès que ça a lancé les véritables études holmesiennes. Et ce décalogue, il le fait un peu pour se moquer. C'est déjà un petit peu ironique, c'est-à-dire que par exemple, pas de chinois, ça renvoie au péril jaune qui a rené après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui était déjà présent à cheval au début du XXe siècle. Et ce péril jaune a mené des méchants type Fu Manchu à la pelle. D'ailleurs, Sherlock Holmes, qui a encore un pied dans le récit d'aventure, utilise des procédés qui sont interdits dans le décalogue, c'est-à-dire le méchant qui apparaît au dernier moment, des procédés scientifiques, des intuitions, des choses comme ça. Je suis en train de relire des petites histoires de Sherlock Holmes là, la semaine dernière, et il y a une histoire où il explique à la fin, et je me suis dit, faut quand même pas déconner. Enfin, rien ne laisse penser que la résolution sera de ce type-là, si ce n'est l'explication de Sherlock Holmes à la fin. Voilà. Et je trouve ça un peu limite. Quand j'ai C'est-à-dire, lu les règles, je me suis dit, oui, non, voilà, il n'est pas du tout c'était écrit dans un autre esprit, puis l'esprit, dans ce récit policier, qu'on a parfois accusé d'être superficiel, il s'agissait de faire autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que très vite, en posant ces règles-là, donc avec un certain humour, très vite, les plus brillants des écrivains ont compris qu'il fallait jouer avec ces règles-là, que les règles elles sont faites pour... certes, pour donner un cadre, il y a un désir d'ordre dans le roman policier toujours, mais aussi pour qu'il y avait un subtil talent à contrevenir à ces règles-là. Voilà, la plus célèbre, c'est sans doute que le lecteur ne doit pas connaître les pensées du criminel. Bon, tout le monde a lu ça, donc on peut en parler, mais le meurtre de Roger Ackroyd, justement, la grande surprise de mon adolescence et de l'adolescence de ma fille, par exemple, qui est en train de le lire, c'est que voilà, c'est le narrateur qui a tué. Le docteur D'après Shepard. Agatha Christie, pas d'après Pierre Bayard. Pas d'après Pierre Bayard, oui. Mais Donc Pierre peut-être Bayard, que il tire un peu l'inconscient sur la d'Agatha corde Christie aussi. a- Oui, c'est vrai que. a remis dans les rails. Alors, il y a quelque chose qui est passionnant que j'avais tenté de faire dans une certaine mouture mes premières moutures du scénario. Et puis, Borges était fasciné par l'idée d'un récit policier dont le lecteur devinerait le coupable, dont le lecteur serait plus brillant que le détective. Le détective proposerait une fin, et il y aurait une phrase finale
dans la narration, qui dirait voilà, mais ces deux personnages ne s'étaient pas rencontrés par hasard, ou quelque chose comme une phrase en suspens comme ça, qui donne au lecteur un indice que le détective s'est trompé et qui l'encouragerait à relire tout le récit en menant sa propre enquête. Et bon, puisqu'on est entre nous, je peux vous le dire, moi j'avais fait une première mouture de mon récit où c'était ça qui se passait. Chesterton donnait la clé de l'énigme, et puis un dialogue avec mon majordome chinois lui laissait entendre que c'était peut-être pas ainsi que ça s'est passé. Tout ça pour inviter le lecteur de ma bande dessinée à relire depuis le début, à voir quelles règles avaient été contredites et pas, et trouver un autre coupable. Alors vous le faites un peu quand même, parce que vous le faites un peu. Alors vous transgressez pas mal de règles. D'abord, donc il y a un Chinois. Oui. Bon, il n'y a qu'un passage secret, mais et non, il y en a il y en a deux. Il y a deux passages secrets mentaux. Découverts par accident, alors que normalement il n'y a pas d'accident. Alors, quand vous avez voulu faire cette bande dessinée, justement, est-ce que la règle c'était je vais essayer de la faire avec ce décalogue, ou est-ce que je vais m'appliquer à le détourner, à aller à l'encontre du décalogue de façon plus ou moins évidente? Bien sûr, en fait, j'ai correspondu avec une jeune femme qui s'appelle Charlotte Arnautou, qui fait une thèse sur Chesterton. Et c'était très intéressant de discuter avec elle. Elle me dit, mais il faut que vous fassiez un polar postmoderne. Il faut qu'il y ait une dimension conte postmoderne. C'était ça l'enjeu. Être dans une sorte de... Il fallait que ça marche au premier degré, mais il fallait qu'il y ait une sorte de subtilité à la Umberto Eco, enfin très, très modestement, hein, mais quelque chose qui soit un récit policier qui parle du récit policier. C'est pour ça et qui parle aussi de notre modernité. C'est pour ça que la machine qui résout les romans policiers m'intéressait. Donc, je voulais, parler du récit policier et évidemment décrire ce jeu d'obéissance et d'entorse aux règles. Parce que justement, dans un monde de machines, les machines obéissent aux règles. Et aussi, je savais très bien que je ne pouvais pas faire un récit à l'Agatha Christie avec des fausses pistes aussi qui amènent le lecteur comme ça, qui le font errer, qui le baladent. En bande dessinée, c'est un récit qui se lit avec plus de légèreté, plus rapidement. Ce ne sont pas les mêmes ressources. Par contre, et mon intérêt pour Chesterton m'a conduit à ça, par contre, faire un conte policier qui soit pas dans le suspense, qui soit pas dans l'enquête pure, mais qui nous parle de notre condition, ça, c'était quelque chose qui comptait pour moi. D'avoir cette espèce de... je parle de parrainage, mais c'est le bon mot peut-être. Les histoires du Père Brown sont très souvent construites sur une démystification. Parfois la solution est aussi absurde que l'énoncé de départ. C'est pour ça que souvent les purs amateurs de récits policiers sont un peu décontenancés par Chesterton. Mais ceux qui aiment la littérature plus généralement, ils trouvent leur compte, j'ose le croire. Et c'était mon modèle, c'était ça. Je sais plus si je réponds bien à la question ou pas. Oui, je crois, mais en tout cas, ce que vous dites est très intéressant, donc ça répond très bien à la question. Je reviens sur la question du narrateur et le fait que le piège que vous tendez, ce que vous mettez en œuvre, qui oblige quand même à relire, c'est que tout d'un coup apparaît un jeu. Oui. Au début du roman. Et alors, je dis roman, voilà, enfin au début de la bande dessinée. Roman graphique, et ce jeu est très mystérieux. Et crée une espèce... Enfin voilà, il y a une intrigue qui se noue tout de suite, juste avec ce jeu qui apparaît, dont on ne sait pas qui il est. On essaye de déterminer, et qui est... Où je me suis dit, après avoir lu le décalogue, je me suis dit, ça va être l'assassin. Oui. Ça va être l'assassin, et j'avais souhaité que le lecteur se dise, est-ce que c'est la machine qui écrit ? Parce que il y a un fantasme qui moi, me préoccupe, et qui est... une sorte de délire, de technicité quand même qui nous envahit. Et aujourd'hui, par exemple, on sait qu'à la Silicon Valley, il y a des gens qui essayent de construire des petites fictions avec des machines. Bon. Moi, il me semble, et j'ai lu des livres en ce sens, j'ai rencontré des gens, que la sagesse, l'art, la littérature dépendent d'une expérience vécue. Nous sommes des êtres incarnés, situés, et on a de l'intérêt à lire l'histoire de quelqu'un parce qu'on sait que ça renvoie à une expérience réelle vécue. Or, on sait qu'aujourd'hui, à la Silicon Valley, des gens essayent de faire des petits récits policiers. D'ailleurs, on se demande même si Hollywood ne construit pas certaines histoires cinématographiques avec des algorithmes, parce que tout est très calculé comme ça.
Euh, donc il y a il y a des petits, ça existe, hein, des petites. Évidemment, ça donne des choses très incohérentes, très limitées, mais le fait même, et évidemment, ça sera jamais satisfaisant pour quiconque, mais le fait même que dans certains, ce monde de technologie, on essaye de faire ça, ça en dit long sur notre désarroi ou notre manque de confiance ou notre délire, hein, sur ce que doit être, pas forcément une œuvre d'art, mais un récit, une expérience de vie. Et dans mon récit, la machine résout le roman policier. C'était pour moi une façon de faire un récit sur le roman policier, sur ce que ça signifie de chercher aussi. Et je voulais qu'à un moment, voilà, il y ait cette inquiétude. On se dit, mais qui, là j'en dis trop pour ceux qui n'ont pas lu, mais enfin bon, si moi, vous m'avez fait l'amitié de venir aujourd'hui, c'est que peut-être vous avez une vague familiarité avec le livre. Mais c'est voilà, je voulais qu'on se dise, mais est-ce que on est déjà dans ce monde-là où c'est la machine qui raconte l'histoire? Et d'ailleurs, vous faites dire à Agatha Christie que dans Algorithme, il y a Golem, ce qui est une belle façon de dénoncer. Oui, puis après, il y a le prêtre qui dit il y a aussi Ligoterita dans Algorithme. J'ai un peu triché, mais ça me faisait marrer de dire ça. Oui, il y a Golem trahi. Il y a, alors, pour ces 2 répliques, je m'étais cogné des bouquins entiers. Et évidemment, je n'ai pas amené mes notes avec moi, donc ça sera un peu plus confus, mais il y a ce fantasme de décrire le monde avec des chiffres. La légende du golem dit tout à fait autre chose, en fait. Et c'est certains penseurs, quand il y a eu les premiers ordinateurs, ont rapproché ça du golem. On imaginait un golem bienfaisant, comme ça. Mais très souvent, de même que le vol de Dédale et Icare, ce sont des choses des mythes qui nous renvoient justement à la limite de notre condition humaine qu'il nous faut accepter à certains égards. Donc, Golem trahi, effectivement, ça dit quelque chose sur notre désir qui parfois voilà, nous porte à une certaine démission par rapport à ce monde d'algorithmes. Vous avez dit que vous étiez cogné pas mal d'ouvrages. On sent dans tous vos livres, alors évidemment dans le livre que vous avez fait sur Ulysse, qui est un magnifique album qui est sorti il y a quelques années, Merci. dans Opération Copperfield également, et dans celui-ci, on sent une imprégnation et une documentation absolument énorme. Comment vous avez travaillé? Alors énorme, oui, je pense dans la masse de ce que vous avez consulté, mais aussi dans votre capacité à vous plonger dans un sujet. Est-ce que alors, comment vous avez travaillé pour le Detection Club? Est-ce que vous avez relu vos lectures d'adolescence? Vous disiez que vous aviez rencontré une jeune femme qui fait une thèse sur Chesterton. Donc, visiblement, vous avez des trucs sur les algorithmes ou les robots ou les golems ou l'intelligence artificielle. Oui. Comment vous préparez un album au-delà de... Vous avez l'histoire en tête, j'imagine, quand vous commencez, mais on sent que ça va bien au-delà de ça dans votre préparation. Alors, oui, alors je vous remercie, c'est très aimable, mais c'est vrai que j'ai une formation littéraire et puis un peu touche à tout. J'ai une curiosité qui m'a conduit à m'intéresser à des tas de choses. Et quand je fais une histoire, il y a une idée un peu phare qui est là dès le début, mais je peux pas m'empêcher c'est presque une boulimique, quoi, de me plonger dans des tas de choses pour appuyer mon histoire. C'est un plaisir. Je suis en fait un peu comme ces écrivains en quête de vérité. C'est aussi une sorte d'enquête à chaque fois. C'est une enquête sur une expérience humaine qui n'est pas la mienne, qui est celle de ces écrivains ou de ces acteurs ou de ces personnes qui ont travaillé sur Ulysse et sur les mythes. Donc j'essaye d'apprendre. J'apprends des choses. Et d'ailleurs, je me dis que ce plaisir-là, il est... comment dire, quand le livre sort, on est toujours un peu, ça nous appartient plus, on ne sait pas comment ça va se passer, les choses sont presque déjà jouées, quoi. Bon, on essaye de l'accompagner comme aujourd'hui, malgré le mauvais temps, mais quand on fait le livre, on se dit que le véritable plaisir, il doit être dans le fait de faire le livre, en fait. J'y passe du temps, parfois trop, mais il y a ce plaisir
de me documenter, d'apprendre, de construire une histoire. Et ça restera, même si mon livre est raté, même si le livre est mal accueilli. C'est pour ça que, quels que soient mes livres imparfaits par le passé, je les regarde toujours avec bonheur, parce que je me souviens de ces études que j'ai faites autour de ces livres et de ces thèmes. Je ne dirais pas que je choisirais un sujet de livre uniquement à cause de son thème, mais quand même, là, quand j'ai commencé à m'intéresser sur le Detection Club, je savais qu'il y avait... je m'intéressais sur Chesterton, par exemple, depuis un petit moment, et je me dis, mais me plonger 2 ans dans cet univers, ça sera un grand bonheur. Et puis on trouve des petites choses, bon, c'est un peu compulsif, hein. C'est vrai que j'accumule beaucoup de trucs, je prends des notes, j'ai l'impression de patiner pendant des semaines et des semaines, voire des mois, et puis au bout d'un moment, il y a une sorte d'illumination, les choses arrivent à se mettre en place, à s'emboîter, et on a une vague idée de la trame. C'était l'idée du club qui vous plaisait? Parce que vous auriez pu faire une BD uniquement avec Chesterton. Et je pense au club parce que dans Opération Copperfield, il y a l'idée d'un groupe aussi. Oui, un petit groupe. Alors Ulysse, c'est autre chose, évidemment. Mais après, Ouais, vous avez Ulysse fait une BD aussi. sur le rugby, donc Ouais, il y a ouais. du groupe aussi. Ulysse aussi, il y a du groupe. Ulysse, il arrive à il y a du reconquérir son trône avec... En plus, il y a quelque chose... Voilà, il arrive il est à la reconquête de lui-même, à la reconquête d'Ithaque, et puis il s'associe avec le Porcher, avec le Bouvier, avec son fils, et ils forment une petite équipe aussi. Bon, et puis c'est vrai que moi qui ai pratiqué le rugby, évidemment, je suis sensible au collectif. Là, le club, évidemment, c'est un club plus... Bon, les Anglais ont inventé des clubs, le Beef Test Club, ils n'ont pas arrêté d'inventer des clubs, ça fait partie presque d'un topic anglais. Là, ce qui m'avait frappé, c'est d'avoir ces grands noms quand même associés ensemble, et d'autres écrivains que je connaissais moins bien, que j'ai découvert pour certains, que j'ai lu, relu pour d'autres. Il me faisait penser, vous savez, il y a cette petite scène très Agatha Christie dans un Tintin qui est Les cigares du pharaon. À la fin, il se retrouve chez un espèce dans les Indes. Là, il est tombé d'avion. Quelqu'un se souvient, ou vous vous rappelez de cet épisode-là où il y a un major, il y a un pasteur et sa femme. Il y a un truc très très Agatha Christie. Et là, c'était un peu ce club. Ils avaient l'air de sortir d'un roman d'Agatha Christie aussi, avec c'était tous des écrivains, mais il y avait ce prêtre, il y avait ce militaire, ancien espion, le major Mason, qui a écrit Les 4 plumes blanches, qui a été adapté à Hollywood, qui est un très beau roman d'aventure. La baronne aristocrate, veuve, la baronne Orczy. Il y en avait d'autres, par exemple, il y avait un couple socialiste. J'avais fait des premières moutures de mon histoire où il y avait ce couple-là, mais je me suis dit, bon, je vais les éliminer, ça va en faire 2 de moins d'un coup, là, ça sera plus simple. Il y avait une espèce de type de scientifique aussi, qui avait fait des romans qui étaient très très baignés dans la médecine et la science, et des personnages comme ça qui étaient très très folkloriques. Et ils étaient disparates. Il y avait des hommes et des femmes. Ils avaient l'avantage de ne pas trop se prendre au sérieux. Une forme de complémentarité dans ce club. Voilà, on avait envie de faire un whodunit, comme on dit, avec ce club-là, et de parler en même temps du récit policier. C'était très enthousiasmant dès le départ. De même que quand j'ai fait Opération Copperhead, en fait, c'est vous qui êtes trop littéraire, vous pensez à Copperfield. Opération Copperhead, voilà, il y avait cette idée aussi assez qui m'avait fasciné dès le départ de l'association entre Peter Ustinov, jeune soldat, avec David Niven, qui était un officier de formation, mais qui avait quitté l'armée pour aller à Hollywood et qui s'était réengagé, comme il le dit lui-même, dans un moment d'aberration guerrière à la déclaration de guerre en 1939. Sur le club, j'avais, enfin bon, je vais vous laisser passer à une autre question, mais j'avais plaisir à faire vivre tous ces personnages-là. Mais comme je vous le disais, mon éditrice m'a encouragé à mettre Agatha Christie au premier plan. Et c'est presque avec elle que j'ai eu le plus de mal, en fait, même si c'est peut-être elle dont j'avais lu le plus de romans. Pourquoi vous avez... Voilà. Merci. Parfait. C'est un personnage qui n'est pas facile, ceci dit. C'est peut-être la plus connue. Elle est très connue, elle était très, très timide. Et
légèrement emmerdante, si vous me permettez cette expression. Elle a très peu dit de choses sur elle. Elle, elle était d'une impassibilité qui frisait comment dire, la neurasthénie et elle était voilà, très peu. C'était un personnage difficile à cerner. Je pense que la raison, c'était sa timidité, essentiellement. Dans ses mémoires ou dans les biographies que j'ai pu lire, enfin, j'en ai lu qu'une, hein, euh, j'avais du mal à en faire un personnage. Vous savez, les Anglais, ils appellent ça les dynamic duos. Les duos où les gens se répondent comme ça, s'envoient des vannes dans ce qu'ils appellent les screwball comedies, là, hein, plus le cinéma américain, les comédies loufoques. Mais puisque je me suis replongé dans ces livres-là, Agatha Christie a créé une sorte d'alter ego parodique, beaucoup plus épicé qu'elle-même, ou alors elle l'était secrètement, mais elle ne voulait pas le montrer. C'est un personnage qui s'appelle Ariane Oliver, qui apparaît dans 4 ou 5 romans d'Agatha Christie. Et c'est une romancière de fiction qui a créé un petit policier norvégien, je crois, ou finlandais, je ne sais plus, végétarien. Bon. Et cette Ariane Oliver, on sent que quand elle apparaît dans les romans d'Agatha Christie, elle mène l'enquête dans un qui s'appelle Le Cheval Blême. Elle est avec Hercule Poirot dans Carte sur table. On sent que c'est le porte-parole d'Agatha Christie, un petit peu, et c'est une version parodique d'elle-même, et beaucoup plus witty, comme disaient les Anglais, avec beaucoup d'esprit. C'est ce personnage-là, ce double de fiction qui m'a aidé à faire mon Agatha Christie. Oui, parce que vous en faites quelqu'un d'assez féroce avec ses contemporains quand même. Et avec Voilà. Chesterton, on est complètement dans le duo de comédie dont vous parliez. Oui, c'est grâce à cette Ariane Oliver, justement. C'est grâce à ce double de fiction à qui Agatha Christie fait dire de ce genre de paroles. Elle lui fait dire, par exemple, que si elle pouvait, elle assassinerait son détective finlandais et que ses autres crimes seraient de la roupie de Sansonnet. C'est quelque chose, on sait qu'Agatha Christie, dans ses lettres, on sait qu'elle en avait marre d'Hercule Poirot, et elle fait dire ces choses-là à cette romancière de fiction. Et puis je trouvais, voilà, c'était cohérent pour moi de faire appel, j'aurais pu l'inventer complètement, mais de faire appel à ce double de fiction d'Agatha Christie. Vous avez lu tous les Agatha Christie? Non, Parce qu'il y en a beaucoup, quand non. même. Ma fille est en train de lire les intégrales, volume après volume. Non, mais il y en a. Bon, évidemment, c'est pas Dickens, c'est pas. Mais il y a une astuce qui est renouvelée. Je, je pense qu'évidemment, elle est un peu pas déconsidérée dans le monde des lettres, mais on la prend moins au sérieux évidemment que Chesterton, qui est plus génial, ou que Dorothy Sayers, qui était plus éduquée, mais elle a quand même fait preuve de ressources assez incroyables, puisque presque 100 ans après, c'est elle qui continue à être adaptée à profusion. Et puis, il y a quelques-uns de ces romans qui sont très astucieux. Là, vous avez amené... alors, non, ça c'est John Dixon Carr. Poirot quitte la scène. Ça, c'est le dernier Hercule Poirot. Poirot, enfin, c'est la dernière enquête. Là, je ne veux pas trop vous en parler parce que c'est vraiment un plaisir de lecture. Elle avait écrite d'ailleurs cette histoire bien avant. Elle avait mis sous coffre. Elle avait dit ça sera la dernière histoire d'Hercule Poirot, et ça, elle voulait que ce soit publié après sa mort. Ça a été publié quelques mois avant. C'est un assassin qui n'assassine pas, en fait, qui pousse les autres à commettre des crimes de façon. C'est les meurtres parfaits, puisqu'il y a comment il s'appelle, Laurent Binet, je crois, a fait un truc, la 7e fonction du langage ou quelque chose, où c'est par la parole qui conduit les autres à faire des choses, à faire des crimes. Et là, c'est déjà ça d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui, Poirot, a trouvé le vilain, son Moriarty à lui, c'est quelqu'un qui crée la mort par par la parole en conduisant les autres. Et c'est la dernière enquête, donc Poirot, on peut le dire, va mourir à la fin. Et tout ça, quand on réfléchit sur ces codes du roman policier, qui tue qui? Est-ce que Poirot finalement n'est pas la victime de ce dernier bonhomme, même si il l'écarte? C'est très très astucieux. Il y a ABC contre Poirot qui joue avec le crime en série, le fait que l'arbre cache la forêt, mais que parfois c'est la forêt qui cache l'arbre.
des choses voilà, très voilà, d'une grande malice. Et c'est très très basique, mais c'est assez intéressant à regarder de près quand même. Quel est le cahier des charges que vous vous êtes fixé pour construire l'histoire de votre album, le Detection Club? Ben, comme je vous le disais, pour moi, c'était de faire un conte policier. Donc je savais que le suspense, les fausses pistes, tout ça, ce serait un peu factice. Mais je voulais qu'il y ait quelque chose de très sincère dans cette recherche aussi. Pourquoi finalement ces romanciers policiers tiennent tant à leur travail, à leur spécificité? C'est parce que ça dit quelque chose de notre humanité. D'ailleurs, très souvent, les histoires de Chesterton sont construites de cette manière-là. Un peu comme l'histoire du boutiquier de bonbons dont je vous parlais. Évidemment, il n'y a pas de grand crime, il n'y a pas de méchant, mais si on réfléchit au motif de cet explorateur, on comprend ça finalement, l'espèce de vanité à faire 10 fois le tour de la Terre et ce désir modeste d'avoir une vie anonyme. Donc cet élément très humain de cette enquête du père Brown, par exemple de Chesterton, moi ça me fascinait pas mal. Et vraiment, ce qui est important pour moi, et les personnes que j'ai rencontrées, j'essayais de leur faire parler de ça, c'est pourquoi, même dans des récits policiers construits avec une mécanique policière, avec un décalogue, avec des règles, pourquoi il y a autre chose qui se joue là? Bon, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a un philosophe, je trouvais que sa formule résumait bien ça par rapport à la machine. Il disait, Hans Jonas, il disait, la vie ne peut être connue que par la vie. Et cette formule-là résume assez bien le cahier des charges, comme vous dites, ce que je voulais signifier avec cette bande dessinée. Il y a une histoire de l'Antiquité qui me frappait, que répétaient souvent de mes professeurs, c'est Thalès, le savant Thalès. Il est toujours le nez dans les étoiles, comme ça. Il regarde le ciel, il regarde très très loin. Et il regarde tellement loin qu'il regarde plus ce qu'il y a autour de lui. Il regarde plus ses camarades humains, la nature autour de lui. Donc il a tellement les yeux tellement loin qu'il ne voit pas le trou et il tombe dans le trou et ça provoque le rire de sa servante. Voilà, c'est une histoire de l'Antiquité assez fameuse et j'avais ce genre d'histoire très simple mais presque pédagogique derrière la tête. Je parlais de cahier des charges parce qu'on retrouve des standards, j'ai envie de dire, du genre. Il y a le milliardaire mégalo, oui. le huis clos, bien sûr, l'intrigue qui se passe dans une île, le savant fou, le chinois mystérieux, la femme fatale, la machine qui dépasse son créateur d'une certaine manière. Bon, évidemment, les passages secrets, on en a parlé. Oui, donc, est-ce que vous vous étiez fixé ces conventions-là, voilà, des points comme ça que vous vouliez glisser ou qui étaient justement comme un peu un exercice oulipien d'une certaine manière? Oui, bien sûr. Ce sont des conventions qui sont attendues par le lecteur dans ces années 30 là. Hein, c'est vraiment c'est des choses qu'on associe à ce roman policier. La BD a toujours un peu partie liée avec le cliché aussi. Hein. Donc je voulais bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher de faire appel à ces choses-là. Il y a, comment dire, vous parliez de l'Oulipo, mais la chambre close sur la villa, dans l'île, tout ça, c'est des poupées russes, en fait, des chambres closes dans des chambres closes. Ça renvoie à cet exercice de pensée de Cluedo où voilà, il faut que l'enquête soit menée sur une table vide, que le lecteur puisse mener l'enquête dans quelque chose de très simple. Et que l'histoire soit simple aussi, et la résolution aussi. C'est une forme d'épure. Ce sont des conventions qui servent à l'épure, finalement, de l'histoire. Et puis, ce milliardaire d'opérette, je lui fais dire des choses qui sortent presque directement de la bouche de milliardaires d'aujourd'hui. Donc moi, j'en fais un personnage assez déplaisant et caricatural, mais je force à peine le trait, en fait. Et puis, je crois qu'il y a un plaisir pas négligeable à retrouver ces conventions-là. Enfin, moi, en tout cas, à les dessiner, j'avais un certain plaisir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, moi, j'aime bien faire des duos comme ça. J'avais vraiment, quand j'avais fait le duo Nivan Ustinov,
J'avais lu les mémoires des deux, d'autres livres sur eux, des livres de témoignages. Et les faire parler comme ça, c'était un grand plaisir. Je prenais parfois des formules qu'ils utilisaient. Là, c'est le cas de Chesterton, qui était un personnage. Borges disait que c'était une des figures les plus sympathiques de la littérature. Il avait beaucoup d'humour. À un moment, on lui présente un plat de gelée comme ça, et qui tremble autant, et il dit ah, j'aime pas la nourriture qui semble avoir peur de moi. C'est quelque chose qu'il a vraiment dit, donc je lui fais mettre ça dans la bouche, mais c'est authentique. Puis ce personnage un peu, enfin comment dire, ce duo un peu avec les vacheries comment ça m'est venu, je sais pas trop. Sans doute ce côté pince un peu raide, un peu pince sec d'Agatha Christie venait de ce personnage-là, Ariane Oliver. D'allier ça avec la bonne humeur, la bonhomie de Chesterton, qui lui est toujours, toujours dans une générosité comme ça abondante, ça venait un petit peu d'eux, en fait, de ces personnages-là, plus une autre inspiration littéraire qui me plaît beaucoup, qui est Wodehouse, qui est un écrivain, un dialoguiste hors pair, un peu oublié aujourd'hui, qui a créé les aventures de Jeeves, ce majordome qui est beaucoup plus sage que son hurluberlu de maître. Jeeves, Wodehouse faisait des histoires sans queue ni tête. Il décrivait une espèce d'aristocratie décadente. Mais c'est hilarant et je pense que j'avais des souvenirs de ce type d'humour-là pour faire parler mes personnages. Mais j'aime bien les gens qui se balancent des vannes avec politesse. Ça me plaît bien. Pourquoi avoir choisi la BD pour raconter des histoires? Vous disiez que vous aviez une formation littéraire. Pourquoi plutôt la BD que le roman? J'ai toujours dessiné. J'ai lu évidemment avec passion de la bande dessinée. C'est un peu les accidents de la vie qui font ça, mais il y a une sorte de... La bande dessinée, c'est un art populaire qui a une grande vitalité, même s'il y a une surproduction. Je ne sais plus qui disait que c'était difficile d'écrire après Proust, qu'il avait fermé la porte derrière lui. En bande dessinée, c'est pas le cas. On pourrait le dire peut-être d'Hergé, mais on a le sentiment de pouvoir faire des choses. Il y a ce côté extrêmement populaire qui fait que c'est accueilli avec une grande fraîcheur. Ça peut être fermé et oublié aussitôt, c'est le risque. Mais voilà, il y a cet accueil de la BD qui est quand même très par tous les publics, comme ça, qui est une chance quand on fait de la bande dessinée, et aussi la possibilité aujourd'hui de faire des choses avec des récits à tiroir, de faire des choses avec... moi, j'essaye de faire plusieurs niveaux de lecture. Alors, c'est toujours un peu casse-gueule de faire le grand écart. À force de vouloir réunir des lectorats différents, on peut n'en toucher aucun. Mais j'essaye, en tout cas. Et puis, j'ai l'impression que moi, c'est ce que je peux faire avec mon dessin qui est modeste, et puis mes connaissances littéraires qui sont aussi modestes. Mais quand je travaille aussi le dessin, ça nourrit mon histoire. Et quand je réfléchis à l'histoire, je réfléchis à des scènes aussi. C'est quelque chose, pour revenir à ce qu'on disait plus tôt sur le fait d'être incarné, d'être des hommes et des femmes situés avec un corps même. J'explique ça parfois à des étudiants de graphisme, que quand on me demande mon avis à ce sujet, c'est que utiliser la main, quand je dessine avec la main, l'esprit continue à travailler. Il y a un lien entre les deux, et en dessinant, on a des idées de dialogue, on a des idées de mise en scène. Sampé disait ça, il dit c'est pas l'œil qui guide la main, c'est la main qui guide l'œil. Il voulait dire par là que c'est parfois la main qui l'entraîne à faire un dessin qu'il n'avait pas prévu de faire. Et moi, c'est un peu pareil sur un temps beaucoup plus long. On écrit des histoires, on fait des croquis, on écrit des dialogues, on écrit une structure d'histoire, on dessine et on change tout ça jusqu'au dernier moment. Et j'ai une femme qui est prof qui me parle de l'enseignement spiralaire. Elle fait des trucs, on tourne autour comme ça, à chaque fois on améliore un peu avec les étudiants. Moi, c'est un peu pareil. Je fais des trucs, on tourne autour comme ça et on essaye à chaque fois de rapporter une couche, d'améliorer, que ce soit par le dessin ou par les mots. Et cet alliage des deux me convient. Votre dessin a, je trouve, beaucoup changé entre cet album sur le rugby
en même temps que la jeunesse et Ulysse déjà. Euh, Est-ce que vous avez changé on a presque l'impression que vous avez changé de technique. On a l'impression que c'est beaucoup Oui. plus ancré, comme si c'était presque travaillé à la plume dans l'album sur le rugby, et avec beaucoup plus de légèreté dans les albums suivants, sur les couleurs aussi. Alors, ce sont je travaille toujours à la plume avec des outils traditionnels. Sur les derniers, j'utilise un peu de feutre aussi pour les arrière-plans. En fait, bon, je me suis mis à dessiner. J'ai toujours dessiné, mais à le faire professionnellement assez tardivement. Et donc, vous savez, à 15 ans, 20 ans, on est une véritable éponge. Il y a une précision anatomique, architecturale que j'aurai jamais. C'est trop tard pour moi, je pense. Mais je peux chercher un dessin qui soit efficace sur d'autres choses, quoi. Alors j'essaye d'être le meilleur possible compte tenu de mes qualités modestes. J'étais aussi très attiré par un dessin, une tradition d'illustration anglaise, Quentin Blake, que j'ai eu la chance de rencontrer. Oui, c'est vrai que c'est très proche, l'album sur le rugby. Ouais. En tout cas, avec une plume qui bouge. Mais une plume qui bouge, comme ça fait beaucoup de mouvements. Mais la bande dessinée a besoin de limpidité aussi. En travaillant sur Ulysse, évidemment, j'ai voulu épurer. Puis je me rendais compte aussi qu'il y avait des lecteurs qui trouvaient que ça bougeait trop, que c'était pas assez clair. Et je me suis dit, bon, c'est quand même dommage de perdre ces lecteurs-là aussi. Peut-être qu'il faut que je trouve quelque chose de plus limpide. Et en travaillant sur l'épure de la mythologie d'Ulysse, ça m'a conduit à m'intéresser à des illustrateurs des années 50 qui avaient quelque chose de très schématique, mais de très beau. Avoir une simplicité belle, c'est pas si simple. Hein. Et après, quand j'ai fait Copperhead, enfin tout ça c'est un enchaînement en fait. Hein, j'ai fait Copperhead. Pour le rugby aussi, c'était bien qu'il y ait du mouvement. Ça me paraissait justifié. Et aussi, il fallait que j'aille assez vite parce que il y avait une prépublication dans l'équipe. C'était au moment de la Coupe du Monde. Évidemment, pour Opération Copperhead, je voulais un truc un peu anglais, Panthère Rose. David Niven jouait dans la Panthère Rose d'ailleurs. Et même, ce qu'on ne sait pas, c'est que Peter Ustinov devait jouer l'inspecteur Clouseau. Et il a refusé, je ne sais pas pour quelle raison, c'est Peter Sellers qui est arrivé, qui a volé la vedette à tout le monde. Mais je voulais évidemment un dessin qui renvoie à ce type de cartoon. Et ça avait été, j'avais avec ma coloriste Isabelle Merlet, là c'est son mari Jean-Jacques Rouget qui a fait les couleurs, on avait trouvé comme ça quelque chose qui renvoie aussi au dessin de Sampé, une forme de légèreté, de facilité, et autant que possible d'élégance en même temps. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire dans ces albums-là. J'ai prévu d'en faire un troisième un peu dans cet esprit-là, puis peut-être ensuite je partirai vers d'autres horizons, avec peut-être même un dessin un peu différent. On verra ça. Est-ce qu'il y a encore une question dans le public? Alors moi j'en aurai une dernière avant de passer aux dédicaces, puisque je pense qu'il y a aussi des gens qui attendent pour ça. Sur la question du genre, l'espionnage, Oui. le polar, la science-fiction, le troisième, Ah oui, alors le roman sentimental, le roman d'aventure. Ça sera le roman d'aventure. C'est un peu risqué, mais j'ai envisagé la science-fiction. Mais d'une certaine manière, il est un peu question de science-fiction dans celui-là. Bon, j'ai un certain goût pour le récit d'aventure, pour Stevenson, dont j'avais adapté un récit inachevé. Et j'avais envie de faire une course au trésor, dont le trésor soit un livre. Et bon, là aussi, en fait, j'ai découvert Shakespeare assez tardivement, et il y a quelque chose qui m'a fasciné chez Shakespeare dans cet accès immédiat, cette profondeur. C'était assez différent de Molière, on était biberonné à Molière. Et donc j'ai découvert un peu par accident que Shakespeare a écrit une pièce inspirée d'un chapitre de Cervantes, The History of Cardenio. Cette pièce a disparu, elle a réapparu au milieu du XVIIIe, et à nouveau disparu. Donc ça, j'avais envisagé au début que ce soit un autre livre, hein, que mes protagonistes soient à la recherche d'un autre livre. Et puis je me suis dit, moi, celui-là, quand même, il en impose. C'est un peu comme un trait d'union entre les deux grands génies du XVIIe, qui renvoie aussi à une certaine idée de la sagesse. Le roman moderne de Cervantes, la sagesse de Shakespeare. Donc cette pièce, l'idée de cette rencontre entre les deux qui s'est volatilisée, ça, je me disais que c'était une bonne quête au trésor. Et on parlait des clubs anglais. J'ai découvert en lisant un livre de Roger Chartier, qui a fait une série de conférences au Collège de France là-dessus, qui est un grand historien voilà, sur la littérature, la narration.
il parle à un moment d'un club qui s'appelait le Shakespeare Ladies Club, qui était un club de femmes aristocrates qui travaillaient à la promotion de Shakespeare. Donc, je trouvais ça aussi incroyable. Et là, récemment, j'ai découvert un personnage qui s'appelle Ignatius Sancho, qui a été baptisé comme ça parce que qui était né sur un bateau négrier, premier noir à voter au Royaume-Uni, qui a été majordome, valet, puis épicier, correspondant avec Laurence Sterne, et qui a été baptisé comme ça parce qu'on trouvait qu'il ressemblait au personnage de Don Quichotte. Et alors ça, c'est tout récent, donc du coup, ça m'enthousiasme. Alors ce personnage va avoir un rôle, Ignatius Sancho, et il y aura une sorte de Don Quichotte au féminin, qui est une actrice irlandaise de ces années-là aussi, Peg Woffington. Donc voilà, ce seront mes enquêteurs, mes aventuriers pour cette histoire. Et j'aimerais bien que ça paraisse dans 2 ans, mais s'il y a du boulot encore, on va voir. Nous attendrons patiemment et nous pourrons relire vos albums en attendant. Et les romans beaucoup. policiers que vous nous avez conseillés ce soir. Voilà, avec Merci plaisir. beaucoup, Jean. Merci à beaucoup, tous. c'était- Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec Jean Aramba pour la publication de son ouvrage Le Detection Club aux éditions d'Argo. Jean Aramba a publié son premier album Les Invisibles chez Futuropolis en 2018 et remporté le prix de la meilleure bande dessinée historique au Rendez-vous de l'Histoire à Blois. Suivront plusieurs autres titres, dont Ulysse, Les Chants du Retour chez Actes Sud et Opération Copperhead chez Dargaud.